Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bruno Barrette en direct de la deuxième journée de Kung Fu. Et j'ai avec moi Francis Gauthier, un de mes collègues chez Don Techno. Et nous accueillons Adam Barr pour une entrevue. Donc, bonjour Adam, Bonjour. ça va bien? Oui, oui. Parfait. Avant de commencer à discuter du sujet d'aujourd'hui, peut-être vous présenter, nous parler de qui vous êtes, ce que vous faites. Oui, bien sûr. Alors, j'ai grandi à Montréal, puis j'ai fini l'université en 1988. J'ai travaillé pour un start-up pour un an et demi, et puis j'ai déménagé à Seattle pour travailler pour Microsoft, commençant en mars de 1990. J'ai travaillé là pour 10 ans. J'ai pris une petite pause. Je suis revenu en 2003 jusqu'au début de 2017. Puis j'ai écrit un livre au sujet du logiciel, euh, de l'industrie de software. Et puis, pour 2 ans et demi, je travaille comme prestataire, on appelle due diligence, la diligence appropriée. Quand une société veut acheter une autre, ils font une évaluation technique et ce que je fais, la société s'appelle Cross Lake à Seattle. Alors, ça me donne une vue de l'industrie à travers l'industrie, parce que tous les 2, 3 semaines, c'est du nouveau projet, une nouvelle société à évaluer. C'est très intéressant en comparaison avec Microsoft, qui est vraiment à peu près la même chose pour 23 ans. OK. Alors. Parfait. Donc, Francis, je vais te laisser commencer avec la première question. Ah, certainement. Donc, c'est Adam de joindre à nous. Donc, la première question qu'on a à vous poser, c'est, en fin de compte, quand c'est le temps des entrevues techniques, on peut voir que chaque entreprise a sa propre vision ou manière de faire pour les entrevues, surtout les entrevues techniques. Donc, notre première question serait de savoir qu'est-ce qu'on doit rechercher à travers ces entretiens. Bon, je pense que tout le monde, moi j'ai fait mes entrevues avec Microsoft, c'était très rare de faire des entrevues avec du coding, écrire sur le whiteboard. Maintenant, je pense que tout le monde fait ça. C'est très standardisé que quand on écrit du logiciel, on va demander d'écrire quelque chose court au sujet de créer un tableau, quelque chose comme ça. Mais je pense que ce que je veux discuter demain, c'est qu'est-ce nous, on fait l'entrevue. Il y a beaucoup de livres au sujet. Moi, je suis à l'université, je veux obtenir un job dans le logiciel. Qu'est-ce que moi, je dois faire pour bien que l'entrevue va bien? Mais quand on est de l'autre côté, on travaille pour la société, il faut donner une décision, embaucher ou ne pas embaucher quelqu'un. C'est très difficile de avoir une décision sur ça dans 1 heure ou 45 minutes. Alors, je ne sais pas si je réponds vraiment aux questions, mais je pense que ce que je veux faire, essayer d'écrire, c'est que c'est pas ce qu'on veut voir dans l'entrevue pour décider qu'on veut embaucher quelqu'un. Et c'est pas seulement un algorithme parfait. Il y a des autres choses qu'il faut examiner pour penser. Parce que, surtout à Microsoft, quand moi je travaillais là dans les années 1990, on aimait les gens qui écrivaient du code dans leur bureau, dans un coin, comme quelque chose de très compliqué, et c'est seulement eux qui pouvaient le comprendre. On pensait qu'ils étaient comme des génies, mais vraiment, travailler avec des gens comme ça, c'est difficile. Il faut que tout le monde comprenne le code. On peut le maintenir si le génie quitte pour travailler autre part. Il faut c'est notre problème. Et si personne ne le comprend, c'est très difficile. Alors, l'idée, c'est que ce qui est important, de travailler avec les autres, maintenir le code, on peut le lire, on peut le tester, on peut le supporter et tout ça. Et pas seulement que, bon, elle a écrit 100 000 lignes de code et c'est magnifique. Ça, on voit souvent dans des entreprises, là, les fameux hackers qu'on appelle. Oui, les hackers, c'est ça. On se concentre sur, on est très dépendant de cette personne-là qui a une clé source, puis s'il s'en va, on perd
la base de connaissances. Ouais. Oui, on appelle ça le job security, la sécurité d'emploi. Ouais. Mais c'est bon pour eux, mais si Oui. c'est notre société, puis ils quittent, alors c'est un grand problème, alors, ce grand tas de code, les personnes ne savent quoi faire avec. Ça m'amène justement à la deuxième question. Qu'est-ce qui est important d'apprendre sur les candidats en entrevue au-delà du côté technique? Oui, bon, c'est surtout comment ils travaillent avec les autres. Parce que vraiment, c'est ça, c'est une société, des gens qui travaillent ensemble. Et moi, ce que j'aime me demander, c'est des questions sur, si vous avez un autre, bon, peut-être à l'université, c'est un autre étudiant, ils n'ont pas vraiment travaillé avec beaucoup d'autres gens, mais si vous avez des différences techniques, comme moi, je veux faire comme ça, et l'autre, il veut le faire comme ça, comment est-ce que vous avez décidé, comment est-ce que vous avez arrivé à une décision que tous les deux vous aimez, même si ce n'était pas votre choix, votre premier choix? Même, c'est pas nécessaire que ce soit une question technique, ça peut être un projet dans un autre endroit, pas sur le logiciel. Alors, ça, c'est vraiment probablement la chose la plus importante, travailler avec les autres personnes. Et aussi, être concerné, pour moi, bien sûr, écrire du code, c'est c'est amusant, c'est comme, j'aime faire ça, mais il y a des clients, à la fin, il y a des clients qui vont utiliser ça, ils vont payer de l'argent pour l'utiliser. Et avoir un peu de pensée aux clients, que écrire du code, ce n'est pas seulement un jeu amusant technique, mais il y a une raison pour laquelle il y a une société, quelqu'un veut utiliser ça pour une raison, ils veulent faire quelque chose. Même si c'est Facebook, une chose comme ça, ils ont une raison pour... ils veulent utiliser le logiciel que vous écrivez. Alors, réalisez qu'il y a une raison, pas seulement parce qu'on s'amuse pour écrire ça. Alors, probablement, ça, c'est les deux choses. C'est difficile, quand on est un étudiant à l'université, c'est difficile de comprendre ça parce que le client, c'est votre professeur. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va l'utiliser. Puis la classe est finie et puis on peut se débarrasser du code qu'on a écrit cette année. Alors, si on a travaillé, peut-être un endroit qui n'était pas le logiciel de notre société, quelque chose, on vendait quelque chose à quelqu'un. C'est important d'avoir cette vue du client. Ça, c'est pourquoi on est là, enfin, pour écrire le code. Même si c'est aussi important d'aimer le code et être compétent à faire ça. OK. Ben, comme on dit quand on fait du développement de logiciel, il y a la fameuse pyramide pour le coût, le temps. Oui. People, process. Jamais négliger la qualité. Oui. Bon, non, je pense que la qualité, c'est aussi important. C'est un peu plus difficile parce que, comme j'ai dit, quand on est étudiant, c'est vraiment pas une question de qualité. On discute plutôt l'algorithme qu'on veut écrire. Alors, mais il y a des gens qui sont fiers de leur travail pour eux-mêmes. Ça, c'est une chose que je cherche. Une histoire où vous avez fait quelque chose, pas parce qu'on vous paye, mais vous avez amélioré quelque chose seulement parce que c'était la bonne chose à faire et pas que vous avez dit, bon, il faut changer ça. Avoir, comme j'ai dit, la fierté de votre travail, votre travaux. Mais c'est vrai, le triangle, peut-être que quand on est gérant d'une équipe, un manager d'une équipe de développeurs, oui, il faut faire des choix. Il y a des clients qui demandent quelque chose. Et puis, on connaît que peut-être la qualité, ce n'est pas 100%, mais il faut faire des choix. C'est une chose difficile. Si on essaie de fixer tous les bugs, c'est vraiment de trouver tous les bugs avant de livrer ça aux clients, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a des clients qui attendent et peut-être les bugs ne sont pas aussi importants. Mais ça, c'est quand on est gérant et puis on peut penser à des choses comme ça. Le monde n'est plus parfait à ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire?
on aurait une autre question aussi à vous poser. Comme vous pouvez voir, on est dans un contexte depuis la dernière année assez différent comparativement à avant. Oui. Mais là, on est tous dans un contexte de travail depuis plusieurs mois. Donc, comment doit-on adapter nos entrevues dans le contexte d'une pandémie, par exemple, et en télétravail? Bon, bien sûr, il y a des outils, on peut faire du coding avec des outils, on peut partager un écran et tout ça. Je pense vraiment, et moi je vois ça en discutant ça avec les sociétés que je fais l'évaluation pour Cross Lake. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tout le monde maintenant peut utiliser Zoom, on peut faire des entrevues avec des vidéos, qui est important. On peut poser les mêmes questions. Et même, on a plus de flexibilité au sujet de temps et puis avoir des différentes personnes faire l'entrevue qui sont eux-mêmes dans les différents endroits dans le pays. Alors, pas besoin de voler sur un avion à un endroit pour faire l'entrevue, qui est plus utile. Alors, vraiment, pas grand-chose à changer. Ce que je vois, c'est que maintenant, on peut embaucher des gens qui travaillent n'importe où dans le pays ou dans le monde même. Ça, c'est une bonne chose pour les sociétés, mais à la même fois, on peut avoir nos effectifs volés par une autre société dans une autre ville. Alors, peut-être ça, c'est balancé, mais vraiment dans l'entrevue, parce que, comme j'ai dit, faire une entrevue sur le téléphone, c'est difficile, mais maintenant que tout le monde a du vidéo et tout le monde peut faire Zoom, je pense que c'est pas grand-chose qui a changé. Et même utiliser des outils pour partager l'écran, ça c'est une bonne chose. On dit parfois, il y a la chance que, bon, le candidat a un ami qui est juste à côté, qui lui donne les réponses, mais vraiment, si quelqu'un est vraiment qui travaille comme ça, on va probablement le découvrir rapidement. Assez vite, ouais. C'est ça. Alors, ça, c'est pas vraiment un problème. Mais ouais, je pense qu'on peut faire des entrevues. Il y a des gens qui disent, bon, on veut regarder dans les yeux directement, on veut vraiment connaître l'individu avant de l'embaucher, mais vraiment, on ne connaît pas quelqu'un avant qu'on embauche, même si il était là pour une journée. Personnellement, vraiment, il va y avoir encore des choses à découvrir sur quelqu'un. C'est sûr. Si on parle de l'aspect technique d'une entrevue, est-ce qu'on devrait passer l'entrevue de la même façon, peu importe le degré d'expérience? Bon, il y a une partie de l'entrevue, écrire du code, et puis il y a une partie discuter votre carrière et tout ça. Ce qu'on appelle les soft skills en anglais, peut-être pas la fortesse technique. Et je pense que même si quelqu'un a de l'expérience et a travaillé pour 10 ou 15 ans, je pense, oui, demandez-lui encore ou elle un problème de coding. Bien sûr, s'ils ont besoin d'écrire du code, il faut découvrir s'ils peuvent le faire. Et comme j'ai dit, ce n'est pas un algorithme parfait qu'on cherche. C'est comment ils pensent au sujet du code, le testing, optimisation, des choses comme ça. Alors, le code qu'ils écrivent, c'est comme le début de l'entrevue. Et puis après, il faut le discuter. Mais alors, cette partie, je pense qu'on peut le faire avec tout le monde s'ils vont faire du coding dans leur job. Mais l'autre, c'est que s'ils ont de l'expérience dans les autres sociétés, il faut discuter ça. S'ils sont un manager, discuter ça, alors, ce qu'ils pensent d'être un manager. Mais comme j'ai dit, les autres choses sont importantes. Travailler avec les coéquipiers. Alors, s'ils ont travaillé dans l'industrie, alors ils auraient probablement des histoires à discuter au sujet de, bon, on n'était pas amis, mais on a quand même pu travailler ensemble, des choses comme ça. Parce qu'ils auront des expériences. Ils n'étaient pas d'accord avec quelqu'un d'autre sur une question technique, mais quand même, ils ont pu arriver à une décision, des choses comme ça. Alors, c'est très important de discuter ça parce qu'il n'y aurait plus de choses à discuter. Mais oui, moi, je pense du coding, pourquoi pas?
c'est une partie de leur job. On veut voir comment ils pensent au sujet du code. Mais pas 100% ça. Et ça, c'est une chose que j'ai vue à Microsoft, c'est que toute l'entrevue, 1 heure, c'était du coding. Ils finissent le premier problème, on leur demande un deuxième problème. Et puis, même quand ils discutaient le sujet de s'ils travaillaient bien avec les autres, c'était toujours vu de la vue du code. Oh oui, on a discuté le code et c'est une bonne discussion, alors je pense qu'il peut travailler avec les autres. Et moi, je suis non, il faut demander des questions sans code. Ouais. Discutez vos coéquipiers, pas à travers la vue du code seulement. OK. Je me demande, on parle beaucoup de code, puis selon votre expérience, comme vous venez de mentionner, il faut poser d'autres types de questions hors du code. Puis, comme on sait, les compétences d'un candidat peuvent être évaluées du savoir-faire, mais aussi du savoir-être. Donc, selon vous, est-ce qu'on devrait faire plus place au savoir-être dans l'évaluation du candidat qu'au savoir-faire? À quel point vous pensez que ça a une place importante, le savoir-être? Le savoir quoi, pardon? Le savoir-être, c'est comment le candidat interagit avec ses collègues, comment qu'on peut... Bon, ils sont tous les deux importants. Ce n'est pas une question d'avoir seulement la connaissance technique ou comment travailler avec les autres. Il faut évaluer les deux et un bon candidat aurait les deux, pourrait faire les deux. Alors, il faut qu'ils peuvent coder. C'est comme ça, on peut pas. C'est la meilleure personne dans le monde, mais ils ne peuvent pas coder, bien sûr, c'est important. Mais c'est aussi important, comme j'ai dit, le génie il peut coder, mais personne ne l'aime. C'est aussi pas une bonne effectif pour une société. Il faut avoir les deux, vraiment. Et puis, la balance entre les deux, ça c'est peut-être un peu un choix que vous faites, mais non, malheureusement, il n'y a pas une réponse. Non. C'est un peu ça. Si je pense à, par exemple, on est en train de passer une entrevue technique et rapidement, on réalise qu'un candidat n'est pas un bon fit. Mm-hmm. Comment on doit gérer ça? Est-ce qu'on arrête l'entrevue plus tôt? Est-ce qu'on continue malgré que la personne risque de s'enfoncer? Bon, le problème, c'est qu'ils connaissent probablement quelqu'un d'autre, surtout si ce sont des étudiants. Ils vont discuter en l'entrevue le lendemain. Mm-hmm. Alors, il faut leur donner une bonne expérience dans l'entrevue, même si on connaît rapidement qu'ils vont pas... on ne va pas les embaucher, on ne va pas leur donner une offre d'emploi. Alors, à Microsoft, on avait le règle qu'il fallait faire 3 entrevues pour n'importe qui. Si ça allait bien, on ferait une 4e et une 5e, mais on faisait toujours 3. On partit toujours pour un dîner après, à la fin de la journée, pour aller manger la nourriture gratuite, c'est très important pour les développeurs. Alors, peut-être ils connaissaient que, 3 entrevues, et puis, bye-bye, ce n'est pas un bon résultat, mais quand même, on continuait l'entrevue, on leur donnait l'expérience, on leur traitait avec comme tous les autres candidats, on était polis, on ne disait jamais, ça votre code est horrible, des choses comme ça. Parce que, comme j'ai dit, on est tous des humains, il faut être gentil avec les personnes, mais aussi que on ne voulait pas qu'ils retournaient à l'université et disaient à tous leurs amis que, Microsoft, ils sont terribles, ils ne m'ont pas traité bien, tout ça, parce que, comme j'ai dit, ils auront des amis. Et même, moi, j'ai fait 2 entrevues à Microsoft. La première fois, c'était une faillite, et puis la deuxième fois, 1 an et demi après, j'ai été embauché. Alors, si moi, j'avais une expérience, si moi, j'aurais trouvé que tout le monde était impoli, alors probablement, je n'aurais pas retourné pour la deuxième fois. Et puis alors,
il n'aurait pas embauché. Alors, même c'est peut-être le même candidat qui va retourner parce qu'ils ont une expérience au moins pas horrible la première fois. Et c'est ça, c'est comme un coût qu'il faut payer. Parfois, on donne des entrevues, on sait déjà qu'on ne va pas l'embaucher, mais c'est la vie. Vous continuez avec les entrevues subséquentes quand même. Oui, comme le deuxième et troisième. Mais comme je disais, souvent c'était dans le matin, on faisait les premiers trois, et puis après le lunch, on continuait. Parfois, on leur disait, OK, pas besoin de retourner pour l'après-midi. Okay. Et comme j'ai dit, ils connaissaient, parce qu'on connaissait comment ça allait, que bon, c'est pas une bonne chose d'être que ça se termine au milieu de la journée, mais au moins, ils ont eu l'entrevue. On leur a donné la chance, ils ont eu la discussion avec les gens. Parce que une entrevue technique, c'est la chance de démontrer que on a des problèmes intéressants ici, on discute un peu notre travail comme pour le candidat. Et ils reconnaissent que, oui, il y a moi, j'aime les gens qui travaillent ici. Ils sont intelligents, ils aiment ce qu'ils font. On peut avoir une discussion intéressante avec eux. Et ça, c'est une très bonne, pour la société, c'est une bonne publicité de dire, oh, moi j'aime les gens, je veux travailler ici, même si à ce temps, ils ne m'ont pas me donné une offre. Quand moi j'ai fait l'entrevue, comme j'ai dit, vers la fin des années 1980, c'était très rare d'avoir du coding dans l'entrevue. Okay. Microsoft était vraiment la seule société qui le faisait, et pour moi, c'était moi, je veux travailler ici, c'est très intéressant, même si ils ont dit non la première fois. Mais la deuxième fois, j'ai réussi. Et puis, ils ont laissé une assez bonne impression pour donner le goût de revenir, c'est ça. Oui, c'est une très forte impression en même, moi, je veux faire ça. Moi, je veux donner des entrevues. Je vais être de l'autre côté. Même ce que je discute en mon demain. OK. Justement, quand vous dites que vous êtes de l'autre côté pour être l'intervieweur, oui. Selon vous, quand on interviewe quelqu'un, ben, comment on doit s'y prendre? Est-ce qu'on doit plus agir comme le futur employeur ou un futur collègue au candidat? Y a-t-il une des deux approches que le candidat peut être plus à? C'est le futur employeur. On ne veut pas découvrir seulement qu'on aime cette personne, on veut travailler avec lui, on veut boire une bière avec eux. Non, il faut évaluer la personne. Je pense que la première fois, quand moi, mon première entrevue après quelques années avec Microsoft, j'ai fait une erreur on a eu une bonne discussion, j'ai posé mon question de coding et tout ça, mais à la fin, Microsoft avait un règle. Il fallait écrire un email et la première ligne de l'email, c'était hire ou no hire, embaucher ou ne pas embaucher. Alors, j'ai fini l'entrevue et j'ai découvert que je n'avais aucune idée si je voulais écrire hire ou no hire, parce qu'on a eu une bonne discussion, mais je ne pensais pas pendant l'entrevue aux questions de est-ce que je veux travailler avec lui, est-ce que je serais malheureux s'il travaille pour mes concurrents. C'était intéressant, mais il faut toujours penser à ça. Je suis ici pour évaluer cette personne comme collègue peut-être, et pas seulement pour avoir une discussion intéressante au sujet du logiciel et les algorithmes et comment déboguer des choses et tout ça. Oui, alors c'est vraiment, c'est comme si on allait être leur gérant, leur manager dans l'avenir, même si peut-être ça n'aurait pas la situation, mais il faut penser comme ça. Est-ce que si cette personne travaille pour moi, est-ce que je veux ça? En effet. OK. Est-ce qu'il y a des outils ou des techniques pour justement aider à ces évaluations-là? Bon, je pense que
pour le coding, probablement la chose la plus importante, il faut vraiment, quand ils écrivent leur code sur le whiteboard ou dans un outil pour partager l'écran, il faut regarder ce qu'ils font. Il faut comprendre leur code, même mieux que eux, parce que s'il y a un bug dans leur code, il faut le voir. Ce n'est pas une question de immédiatement dire, oh, bon, il y a un bug là sur la 4e ligne, mais il faut reconnaître le code, il faut le comprendre pour qu'on peut le discuter. S'il dit quelque chose au sujet du code, il faut qu'on comprenne si c'est correct ou pas. Alors, il faut vraiment concentrer. Ce n'est pas une question de, OK, d'écrire le code, moi, je vais checker mon email pour 15 minutes et puis, oh, qu'est-ce qu'ils ont écrit? C'est vraiment, c'est même, en effet, c'est difficile aussi. C'est difficile d'être l'intervieweur parce qu'il faut vraiment penser aussi sur le code que nous, on n'a pas écrit, mais le comprendre assez bien pour poser des questions et reconnaître si quand ils le décrivent, est-ce que c'est correct ou c'est incorrect? Parce que une question que je pose toujours, ils écrivent quelque chose. Et puis, je leur pose une question, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a un bug? Et immédiatement, ils tous ils se tournent vers le whiteboard. Ah, est-ce qu'il y a un bug? Parce que, mais il faut, à la fin, quand on est dans l'industrie, il faut à un certain temps dire, moi, je pense que j'ai correct, j'ai fait mes tests, j'ai lu le code, je suis prêt pour le pull request. Alors, il faut avoir la confiance de dire, oui, je pense que c'est correct, et avoir des techniques pour ça. Alors, moi, je trouve que c'est une très bonne question. Et puis, quand je pose la question, est-ce que c'est correct, voir ce qu'ils font, c'est comme un moment de panique ou c'est comme, oh non, je pense que c'est correct parce que à cet instant-là, dans le code, j'ai regardé ça et puis cette variable va faire ça. Alors ça, c'est une très bonne question, mais il faut que, comme j'ai dit, que moi, je comprenne le code, que moi, je comprenne le code avant pour que quand ils disent, moi, je pense que c'est correct, moi aussi, comme intervieweur, je reconnais si c'est vraiment correct. Alors, et même s'ils utilisent une langue comme, il y a des nouvelles langues comme Kotlin, moi, je n'avais pas fait grand-chose avec Kotlin, mais les langues sont à peu près similaires. Beaucoup de langues sont similaires. Alors, mais c'est important que s'ils écrivent dans quelque chose, comme ils écrivent quelque chose en JavaScript et vous ne connaissez rien au sujet de JavaScript, ça ne va pas aller bien parce qu'il faut reconnaître les détails de leur code. Comme on disait, les langages de programmation, ben, vous pouvez coder dans la langue que vous voulez, mais c'est sûr, si vous ne connaissez pas tant le langage de programmation, ben, je pense que l'objectif derrière tout ça, c'est de savoir comment que la personne peut bien designer. Parce qu'un bon design peut être reflété dans autant de langage de programmation qu'on veut. Oui, exactement. S'ils font une erreur du syntaxe, une chose comme ça, c'est pas important parce que il y a des outils qui vont fixer ça rapidement. Le nom de leur variable, des choses comme ça. S'ils utilisent A, B, C parce qu'ils veulent moins écrire sur le whiteboard, ça, ce n'est pas un problème parce qu'il y a des outils là encore qui peuvent aider avec ça. Mais oui, c'est comment ils pensent, le design, et puis aussi le test, c'est important, optimisation, discuter s'ils avaient besoin de changer quelque chose, parce que le code, c'est souvent changé. Ça devient plus compliqué qu'au début. On ajoute des nouveaux besoins. Oui, c'est tout ça. Mais oui, le syntaxe exact, la langue exacte, c'est pas vraiment important pour à ce temps. Et même si dans la société, vous utilisez Java, peut-être eux, ils connaissent le C#. On peut apprendre des choses comme ça rapidement. C'est à peu près la même chose. Alors, ça, c'est une autre chose. Je sais, beaucoup, on a besoin de quelqu'un qui connaît Java ou qui connaît C#, mais ça, c'est des choses qu'on peut apprendre. Mais
la connaissance de comment penser au sujet du logiciel, ça, c'est plus difficile à apprendre. Là. Ça, c'est ça qu'on veut, on veut viser dans le. On veut aller chercher. Ouais. Et surtout parce que à Microsoft, par exemple, dans le groupe qui écrivait le SQL Server, la base de données, parce que nous, tout le monde voit le feedback, l'email après l'entrevue. Tout le monde qui va faire une entrevue pour ce candidat. Et il posait des questions au sujet des bases de données que moi, je pensais que c'était un peu trop... Tout spécifique. Trop écart, oui, comme trop spécifique parce que vraiment... pour eux, c'était simple parce qu'ils travaillent sur ça tous les jours, mais il faut aussi penser, est-ce que ça, c'est une chose qu'on pense, c'est le candidat, on a raison de penser que le candidat va connaître ça. Il y a des choses, peut-être pour vous, c'est simple parce que vous l'utilisez tous les jours, mais pour un candidat de l'université qui n'a jamais travaillé dans une grande société, peut-être c'est pas juste de leur poser quelque chose comme ça. Alors, il faut aussi penser à ça. Est-ce que moi, je connais trop sur ce sujet? OK. Je ne sais pas si tu voulais y aller, Francis, avec la prochaine. Oui, en fait, Adam, on a parlé de l'importance de y a-t-il un bug dans mon code? Est-ce que le code fonctionne? D'après vous, on a parlé de quelques techniques qu'on peut faire dans l'entrevue. Qu'est-ce que vous pensez de créer des tests unitaires puis créer un code et demander au candidat d'écrire son code qui va répondre aux tests unitaires? Bon, ça, c'est une idée intéressante. Je demande toujours l'inverse. Ils ont écrit leur code. OK, maintenant, écrivez-moi peut-être une limite. Vous avez seulement 3 tests unitaires à écrire, parce que moi, je vais dire ça. Donnez-moi les 3 tests unitaires qui vont tester votre code, j'espère 100%, parce qu'il n'y a pas, c'est normalement quelque chose de très court. Mais voir s'ils pensent au sujet du code coverage dans les tests unitaires. L'idée de donner des tests, et puis c'est comme du TDD, voilà les tests, écrivez le code. Oui, c'est une bonne idée. Moi je ne l'ai jamais fait, mais en pensant maintenant, oui, peut-être. Si c'est, bien sûr, moi, je veux peut-être ne pas, comme tout ce que vous avez, c'est des tests unitaires. C'est comme un secret, la fonctionnalité demandée du code, parce que moi, j'essaie de décrire le code d'une façon complète, qu'est-ce que le code a besoin de faire. Mais oui, l'idée de donner des tests unitaires en avance, oui, c'est intéressant. Un exemple que j'avais pensé, c'est que, par exemple, on pourrait créer des tests en forme de BDD oui. Persona. Oui. Et ça peut être intuitif pour expliquer les requirements. Oui. Non, parce qu'il y a un problème, comme une chose que je dis, c'est bonne d'écrire la question, de l'écrire au lieu de le dire verbalement. Là, pour que tout le monde reçoive la même description du problème. Parce que parfois, je me suis rendu compte que, oh oui, j'ai oublié de leur dire que n'importe quoi était une contrainte ou quelque chose. Et alors, les 2 candidats n'ont pas exactement la même difficulté. Okay. Alors, oui, peut-être, oui, avoir des tests unitaires comme une méthode d'avoir exactement, de décrire exactement le problème. Oui, pourquoi? N'importe quoi qu'on fait, si on pense à la question coding en avant et on se demande est-ce que ça c'est une bonne question, ça c'est une bonne chose parce que je trouve qu'il y a des gens qui pensent à une question 5 minutes avant l'entrevue, ils ne reconnaissent pas, ils ne pensent pas au sujet, est-ce c'est trop long, c'est trop compliqué dans 45 minutes ou 1 heure, est-ce que ça dépend d'une connaissance spécifique que peut-être certains candidats connaîtraient quelque chose et les autres ne l'auront pas. Alors, tout ce qu'on fait pour y penser avant, c'est une bonne chose. Si on a une idée, on peut l'essayer sur quelqu'un et puis, bon,
puisqu'il y a plusieurs entrevues dans une journée pour un candidat, si ça ne marche pas, OK, on a fait l'expériment. Mais c'est bon d'essayer quelque chose et peut-être on va trouver une technique merveilleuse pour ça. Alors, pourquoi pas? All right. J'aurais peut-être une dernière question. Selon votre expérience, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner aux employeurs pour rendre leur organisation attrayante pour les candidats? Bon, probablement, comme j'ai dit, de traiter tout le monde avec du respect et tout ça pendant l'entrevue. Si on discute l'entrevue, donner un petit tour du bureau peut-être, mais maintenant, on ne peut pas faire ça avec le COVID. Mais non, je pense vraiment être sérieux au sujet de l'entrevue, être préparé, avoir des questions qui marchent bien pendant une entrevue, poser des questions intelligentes au sujet du code, ne pas, comme j'ai dit, checker votre email, faire quelque chose d'autre pendant qu'ils écrivent leur code. Et puis aussi discuter des autres sujets, comme pas seulement le code. Parce qu'un candidat va peut-être reconnaître que tout ce qu'ils m'ont demandé, c'était au sujet du code. C'est probablement la même chose pour les autres entrevues. Alors, tous mes coéquipiers vont être des gens, on a seulement discuté le code pendant leur entrevue. Alors, est-ce qu'ils sont comme des bons gars? Est-ce que je veux travailler avec eux si c'est tout code? Alors, je pense que poser des questions sur quelque chose qui n'est pas complètement technique, c'est aussi une bonne méthode d'être attrayante au candidat. Mais surtout, comme j'ai dit, le respect du candidat, même si on reconnaît très rapidement qu'ils vont faire un échec, quand même, le traiter avec le respect et avoir une bonne discussion et poser les questions normales et tout ça. Ne pas seulement s'en débarrasser dans 15 minutes parce qu'on reconnaît qu'ils ne vont pas réussir. Je me rappelle, j'avais déjà entendu certaines histoires quand j'étais aux études. J'avais des étudiants qui passaient des entrevues avec des employeurs. Les employeurs arrivaient non préparés, moins intéressés. Puis ça affectait beaucoup les étudiants. Ils me disaient, comme je trouvais qu'il y avait un manque d'intérêt ou je trouvais que c'était un peu non préparé. Donc, comment ils sont organisés? Donc, ça avec leur réflexion sur retenir l'employeur ou pas. Oui, tout le monde discute ça, bien sûr. Ils retournent à l'université, on va leur demander que pensez-vous de compagnie X. Alors, bien sûr, il faut avoir du respect pour tout le monde. Une autre chose, c'est de ne pas avoir peur de mettre des effectifs qui sont jeunes dans les loops d'entrevue. Bien sûr, il y a aussi des gens avec plus d'expérience. Mais moi, chez Microsoft, il y a souvent des personnes qui sont 1 an ou 2 ans sorties de l'université, ils sont très jeunes. Alors, si nous-mêmes, on a 22 ans et on reconnaît que la personne qui fait l'entrevue a peut-être 24 ans ou ils sont très proches de nous, ça démontre qu'on a du respect pour nos effectifs, qu'on n'a pas peur de mettre quelqu'un qui n'a pas aussi d'expérience que quelqu'un d'autre, faire partir d'une décision sur un candidat qui est important. Alors, ça démontre aussi que moi, comme je dis, moi, je veux être de l'autre côté dans quelques années. Ce n'est pas seulement les personnes les plus seniors qui font avec le plus d'expérience qui font les entrevues. Alors ça, c'est une autre chose. Parce que même si on a 5 personnes, on fait 5 entrevues, si un des 5, il ou elle est jeune et peut-être il ne peut pas faire une bonne décision, comme j'ai dit, reconnaître à la fin qu'ils ne savent pas s'il faut embaucher ou ne pas embaucher, c'est seulement un de 5. Il y a les 4 autres qui peuvent faire la décision. Alors, c'est pas horrible et ça vaut la peine de leur donner l'expérience parce que la seule méthode pour devenir une bonne interviewer, c'est de faire des entrevues. Il n'y a aucun secret. Il faut les faire, reconnaître, oh, moi, j'ai
j'ai manqué quelque chose, je n'ai pas posé une question, j'aurais dû poser n'importe quoi. C'est comme toutes les autres choses dans la vie. Il faut pratiquer ça pour devenir, pour pouvoir le faire. Alors, il faut commencer, il faut toujours, quelqu'un va faire leur première entrevue. Si c'est 2 ans ou 10 ans après avoir été embauché, ils vont faire leur première entrevue et peut-être ils vont gaspiller ça un peu, mais pourquoi pas le faire plus tôt que plus tard. Excellent. Donc, ça conclut les questions qu'on avait. Alan, merci beaucoup. Ouais, c'était très, très, très intéressant. Merci d'avoir basculé au français pour faire l'entrevue. Il n'y a eu aucun problème, moi, j'ai rien à dire sur votre français, c'est impeccable. OK, oui, bien sûr. Non, vous êtes très gentil, mais non, je me suis amusé. Mes excuses pour mon français un peu. Moi, j'y ai pas vu de problème. OK. Bon. Donc, très bien, on est très bien compris. Oui, non. Okay. Non, c'est très bien en français. Excellent. Donc, merci beaucoup. Oui, merci. Bonne journée. Merci, Adam. Bye. Bonne journée. Au revoir.